Chapitre 3. La prise de renseignements. Cette partie est très importante. Beaucoup de propositions de mariage naissent lorsqu'une personne a l'intuition que cela pourrait marcher. La personne qui fait la proposition ne connaît donc pas forcément le caractère et les aspirations de chacun. Une jeune fille déçue de sa rencontre demanda à celle qui lui avait proposé le jeune homme : « Mais quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour me faire cette proposition ?» Elle reçut comme réponse : « Je l'ai trouvé sympathique, que comme toi, et comme toi il a les yeux bleus. » Il faudra donc essayer au maximum d'obtenir des renseignements sur la personne proposée, afin d'évaluer si elle nous correspond. Ce n'est pas toujours facile. Certaines personnes manquant d'objectivité, il pourrait s'avérer difficile d'obtenir des renseignements fiables. Une madreja responsable des jeunes filles confia : « Beaucoup de personnes m'appellent pour me demander des renseignements sur des jeunes filles. Il n'est pas toujours évident de leur répondre. Par exemple, lorsqu'on me demande si la jeune fille est pudique, tsanoa, et que c'est un domaine dans lequel elle doit encore progresser, dire toute la vérité bloquerait le shidur et pourrait même lui donner une mauvaise réputation. Et ne pas dire la vérité serait mentir. Je ne réponds donc pas directement à la question, mais je parle des autres qualités de la jeune fille. » Généralement, les personnes interrogées diront des choses positives sur la préposée ou le préposé. Elles pourront oublier de dire certains éléments, exagérer un petit peu sur d'autres, mais en principe personne ne mentira. Un jeune homme se confia après un shidur. En appelant pour prendre des renseignements, une personne me dit : « Si c'était pour mon fils, j'aurais voulu qu'il se marie avec cette jeune fille. » J'ai donc pris un billet d'avion pour rencontrer la personne. La première chose étonnante est qu'elle est venue elle-même me chercher à l'aéroport avec sa voiture. Puis les sujets de discussion étaient essentiellement basés sur nos futurs moyens de subsistance par NASA. Elle n'avait pas du tout la même vision de la vie et Ashkafa que moi. En rentrant, j'ai appelé celui qui m'avait conseillé de faire cette rencontre. Il me répondit : « Non, j'ai simplement voulu dire que si j'avais un fils qui lui convenait, j'aurais souhaité qu'il se marie avec elle. » Il faut donc demander à une personne expérimentée ayant un esprit régi par les principes de la Torah, Da'at Torah, de prendre pour nous les renseignements nécessaires. Cette personne pourra appeler là ou le prétendant, afin d'avoir des informations précises sur différents sujets tels que son parcours, sa famille, ses aspirations. Puis, parce qu'il faut être à même de discuter des points positifs de la personne, ainsi que de ses points négatifs, on en a tous, elle pourra contacter en priorité un rav proche du jeune homme ou une rabbinite proche de la jeune fille. Le cas échéant, le directeur spirituel, mashkiar de la yeshiva où le jeune homme étudie, ou la directrice et la responsable de l'internat, Mbaït si la jeune fille étudie dans un séminaire. Notre intermédiaire pourra aussi appeler d'autres rabbinim ainsi que des amis, de préférence mariés. Il faut savoir poser les bonnes questions et écouter les réponses, les non-dits et lire entre les lignes. Par exemple, si vous demandez à propos d'un jeune homme s'il a de bons traits de caractère midot, et que l'on vous répond « il étudie sérieusement » ou « il est très sérieux dans tout ce qu'il fait », on peut comprendre que la personne n'a pas répondu à la question posée et que le garçon doit peut-être améliorer son caractère. Si l'on vous dit que c'est un bon garçon, il s'agit là d'une réponse classique. Aucune information précise ne ressort de cette affirmation. Par contre, si l'on vous décrit un point spécifique, une particularité chez la personne, telle que sa générosité avec les autres, et que l'on vous donne des exemples précis de ce qu'elle fait, cette information aura du poids et pourra être prise en compte. Le but des questions est d'obtenir une image générale. Les traits de caractère, midot, le parcours, la famille, les aspirations, le potentiel. On ne peut connaître entièrement une personne à travers les renseignements. On essaiera néanmoins d'obtenir une vision aussi claire que possible avant de commencer le shidur. La prise de renseignements peut prendre une dizaine de jours, mais dans le cas où la proposition serait ferme, c'est-à-dire que l'autre personne aurait déjà pris ses renseignements et serait prête à vous rencontrer, il faudra aussi rapidement que possible avoir les informations permettant de vous décider à engager ou non les rencontres. Il n'est en effet pas correct de faire attendre.
Certaines personnes diront peut-être d'aller voir, c'est-à-dire de commencer par faire une première rencontre avec là ou le prétendant, puis ensuite de prendre plus d'informations, et il n'est pas conseillé de procéder ainsi. Dans une lettre à Rav Elchanan Wasserman, le Rav Etz Chaim conseille de se renseigner avant les rencontres sur la santé et les dispositions financières des prétendants au Shidur. Ces éléments pourraient en effet entraîner après le mariage des déceptions et des tensions dans le couple. On essaiera de poser les questions avec finesse et tact. Il ne faut pas donner l'impression que l'on est en train de faire un interrogatoire. Questions à la personne contactée. Parmi les questions que l'on pourra poser, comment connaissez-vous là ou le prétendant? Depuis combien de temps? Êtes-vous souvent en rapport avec elle ou lui? Questions sur la famille. Il faut essayer autant que possible d'avoir une vision claire du milieu familial dans lequel elle ou il a vécu. Les parents, quelles sont leurs origines? Sont-ils juifs de naissance ou convertis? Demandez éventuellement aussi pour les grands-parents. Mariés ou séparés? Où habitent-ils? Quelles sont leurs professions? Quel est leur niveau de pratique religieuse? De quelle communauté font-ils partie? De quel rave sont-ils proches? Sont-ils heureux du parcours de leur enfant? Les frères et sœurs, quel âge ont-ils? Sont-ils mariés et avec qui? Quel est leur niveau de pratique religieuse? Que font-ils? Études, profession. Où ont-ils étudié? Yeshiva, séminaire, formation professionnelle. Où habitent-ils? Question sur elle ou lui. Il faut essayer autant que possible de demander des exemples précis illustrant ce que l'on vous dira. Par exemple, si l'on vous dit que là où le prétendant est une personne de confiance, il faut demander des faits vécus ou des éléments pouvant justifier cette qualité. Il est évidemment difficile de poser toutes les questions inscrites ci-dessous. Vous choisirez donc celles qui sont les plus importantes pour vous, sans oublier que dans le mariage, les traits de caractère, midot, sont prioritaires. Rav Elazar Mshar déclara: l'important de ce qu'il faut rechercher dans un shidur, ce sont les bons traits de caractère midot. C'est cela l'élément essentiel qui détermine la valeur d'une personne. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, n'atteste Rivka que dans le domaine des traits de caractère, et plus particulièrement dans l'accomplissement du Resed, acte de générosité. Les questions ont été rédigées pour un jeune homme. Vous les adapterez s'il s'agit d'une jeune fille. Quel âge a-t-il? Demandez l'année de naissance. A-t-il déjà été marié ou fiancé? Avec qui? Que s'est-il passé? Que fait-il aujourd'hui? Où veut-il habiter? Quel est son parcours? École, yeshiva, formation professionnelle. Si son parcours n'est pas classique, s'enquérir sur la logique ayant régi son cheminement. S'il a fait des études, demandez s'il est diplômé, et s'il y a des équivalences en Israël, s'il désire vivre en Israël. Quel est son niveau de pratique religieuse? Que veut-il faire dans la vie? Étudier à plein temps, travailler à temps partiel ou à plein temps? Que pouvez-vous me dire sur ses traits de caractère midot? Quels sont ses points forts et les aspects qu'il devrait travailler pour améliorer sa personnalité? Fait-il des actes de recette, de bonté, générosité? Est-il apprécié par les autres? Est-il enclin à faire passer les désirs d'autrui avant ses petits intérêts personnels? Se vexe-t-il facilement? Va-t-il naturellement vers les autres? Est-il à l'écoute des autres? Est-il sensible dans sa façon de se comporter avec les autres? Est-il doux et sensible dans sa façon de s'exprimer? Parle-t-il facilement de ce qu'il ressent? Est-il sensible à la joie et aux souffrances des autres? Exprime-t-il de la joie pour les autres ou de la peine? Comment vit-il les moments imprévus? A-t-il une nature positive? De quel rabbinim est-il proche? Quel est son niveau de proximité avec eux? Quels sont ses amis? Prend-il en compte la vie de ses rabbinim, de ses parents, de ses amis? Comment accepte-t-il la critique? Participe-t-il à des activités communautaires? Peut-on lui faire confiance? Va-t-il au bout des choses? Est-il plutôt actif, réfléchi? Est-il posé? Est-il de nature tendue? Est-il organisé dans la vie? Prend-il les choses en main? Est-il réaliste? Quel est le train de vie auquel il est habitué?
Comment entrevoit-il la façon dont il obtiendra ses futurs moyens de subsistance par Nassa? Quel est son niveau d'attention dans l'accomplissement des mitzvot? Quel est son niveau de Yirat Shamaim, crainte du ciel? Comment s'habille-t-il? Est-il plutôt décontracté ou classique? Plutôt moderne? Aime-t-il réfléchir? A-t-il une culture générale et dans quel domaine? Aime-t-il aller en promenade ou en voyage et où? Que fait-il pendant Ben Azemanim, période de vacances? Fait-il du sport? Si oui, lesquels et quand? Quelles sont les musiques qu'il écoute et quand les écoute-t-il? Est-il souriant? A-t-il de l'humour? Quels sont ses rapports avec sa famille? A-t-il des problèmes de santé? Prend-il des médicaments? Quelle personne lui serait adaptée? Et s'il fallait le définir par une qualité, quelle serait-elle? Les questions ci-dessous concernent plus particulièrement un Barour Yeshiva. Est-il bien intégré au sein de la Yeshiva? Par quoi se fait-il remarquer dans la Yeshiva? A-t-il une responsabilité dans la Yeshiva? Participe-t-il aux activités de la Yeshiva? Quels sont ses points forts dans l'étude? Yun, Bekyut, Halacha. Intervient-il en cours? Souvent. Quel est le genre des questions qu'il pose? Quels sont les cours durant lesquels il prend des notes? A-t-il un avenir dans le limoud, études? Pourra-t-il donner des cours? De quoi et à qui? Yeshiva, école juive, Baal et Batim. Quels sont ses Ravrutot, partenaires d'études? Les questions ci-dessous concernent une personne qui n'est pas à la Yeshiva. Participe-t-il à des cours de Torah et de façon régulière? Est-il assidu dans son étude? Pour une jeune fille, on pourra également poser des questions plus précieuses sur sa Yirat Shamaim, crainte du ciel, et sa Tzniut, pudeur. Il faut vérifier, recouper les informations reçues, les analyser. Si elles correspondent à nos propres aspirations, on pourra commencer les rencontres. Il est parfois nécessaire de demander conseil pour analyser les renseignements que l'on a obtenus. Une jeune mariée confia: les renseignements que j'ai reçus sur mon mari disaient qu'il travaillait tout le temps sur lui-même, cherchant à se perfectionner. J'ai pensé qu'il n'avait que des défauts et qu'il passait son temps à essayer de les arranger. Je ne voulais pas le rencontrer. En fait, mon mari a beaucoup de qualités, mais il ne s'en contente pas. Il cherche donc à travailler sur lui-même afin de constamment s'améliorer. J'avais mal interprété les renseignements que j'avais obtenus. Baruch Hashem, j'ai demandé conseil à des personnes expérimentées et cela m'a permis de comprendre réellement la situation. Chapitre 4. L'intermédiaire. Qui est-il? De nombreuses personnes s'empressent de faire des mitzvot, y consacrant leur temps et leur énergie. Ainsi, les propositions de Shidour peuvent provenir de sources très différentes. De chadranim, entremetteurs dont c'est le métier ou la spécialité, mais aussi de la famille, d'amis, directs ou indirects. On essaiera donc, surtout si la proposition n'a pas été faite par un professionnel, de s'adresser à une personne expérimentée pour suivre le déroulement du Shidour. En effet, il est important de savoir que l'intermédiaire ne sera pas forcément la personne qui a pensé au Shidour. L'expérience requise se mesure au Da'at Torah que l'intermédiaire met dans la gestion d'un Shidour, ainsi qu'à ses capacités à nous faire réfléchir sans imposer sa vision des choses. Un jeune homme confia: dans un ancien Shidour, je n'arrivais pas à communiquer avec la personne qui m'avait fait la proposition. J'avais l'impression qu'elle ne cherchait pas vraiment à me comprendre. Je pense que je n'ai pas pu aller au bout des choses et je le regrette. Le choix de l'intermédiaire se fait d'un commun accord. Il est important de suivre ses conseils. Il est recommandé de s'adresser à une personne neutre, non apparentée à l'une des parties, avec laquelle on pourra discuter ouvertement pendant tout le déroulement du Shidour. Si l'on n'arrive pas à se confier complètement à l'intermédiaire, on s'adressera parallèlement à une autre personne de confiance. Il est en effet important d'exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent à une personne d'expérience, afin de pouvoir réfléchir correctement sur les événements. Quel est son rôle? L'intermédiaire jouera le rôle de conseiller pendant la période des rencontres et celle allant des fiançailles jusqu'au mariage. Ces deux phases ont des règles précises que nous développerons par la suite. Voici quelques-unes de ses interventions. Il est là pour éclaircir certains points flous.
Pendant les rencontres, il est souhaitable que les sujets de discussion et le ton utilisé soient toujours positifs, afin que chacun puisse s'ouvrir à l'autre et développer ainsi une entente. Certaines questions peuvent se révéler délicates et mettre l'autre en situation inconfortable. On évitera donc de poser certaines questions telles que quelle est la cause du divorce de tes parents? De même, si pour certaines questions on ressent un blocage chez l'autre ou même une réponse trop évasive, il ne faudra pas chercher à obtenir une réponse à tout prix, mais plutôt changer de sujet. Les rencontres ne doivent pas ressembler à un interrogatoire. Il convient pourtant de définir au maximum les aspirations de l'autre et ses traits de caractère mi-dot. Comment concilier ces deux objectifs? On demandera à l'intermédiaire d'éclaircir les choses, de poser les questions que l'on ne peut pas poser soi-même. Il y a également des sujets dont on ne parle pas forcément ensemble, tels que l'aide financière apportée par les parents pour le mariage, éventuellement le soutien financier apporté après le mariage. L'intermédiaire en parlera donc avec les deux parties. Les quiproquos. Il peut arriver qu'il y ait des malentendus entre les deux personnes. Par exemple, elle s'est exprimée d'une certaine façon et il a mal compris son intention. Un jeune homme déclara « Elle n'a pas vraiment la même vision des choses, Ashkafa, que moi. Elle m'a dit qu'elle aimait aller à certains concerts. Je ne sais pas si je veux continuer. » L'intermédiaire veilla de manière habile et diplomate à éclaircir la situation. En réalité, la jeune fille avait dit « Je peux comprendre les gens qui vont à ces concerts. » Mais pour sa part, elle n'y allait pas. L'intermédiaire vous aide et vous conseille. Pendant les rencontres, on pourrait ressentir des difficultés à s'ouvrir à l'autre. Il existe plusieurs raisons à cela, parmi lesquelles figure la méfiance. En effet, chacune des deux parties pouvant arrêter le chidour à tout moment, il arrive que chacun reste sur une position défensive, attendant que l'autre lui dévoile des sentiments. Cela concerne particulièrement les personnes ayant souffert de l'arrêt d'un ancien chidour. Dans ce cas, chacun pourrait être amené à avoir des doutes, des réserves, entraînant un certain blocage. L'intermédiaire doit être au courant de l'évolution de chacun dans le chidour et en informer l'autre partie s'il considère que cela peut aider au bon déroulement des rencontres. Un jeune homme confia. À un moment de mon chidour, j'étais très mal à l'aise. En effet, je voulais m'engager davantage, mais je ne savais pas ce que la jeune fille pensait de moi. Il faut faire confiance à l'intermédiaire et lui faire part aussi précisément que possible de vos réflexions et sensations positives et négatives. Il faudra essayer également de ne rien omettre. En effet, il se peut que l'on ressente ou que l'on remarque chez l'autre une petite chose qui pourrait en fin de compte cacher un problème important. À l'inverse, on pourrait remarquer quelque chose qui paraîtrait important mais qui en réalité ne serait pas un problème. Il est donc souhaitable de tout examiner avec l'intermédiaire. Une jeune fille outrée appela. Arrivé au moment de payer l'addition qui s'élevait à 12 euros, il n'avait que 5 euros sur lui. J'ai donc payé la note et il ne m'a même pas donné ces 5 euros. Je ne veux plus le revoir. Cette grande chose était en réalité toute petite. Le jeune garçon avait perdu son portefeuille et n'avait pas osé le dire à la jeune fille. Il ne lui restait que 5 euros, somme toute juste suffisante pour rentrer chez lui. Lorsqu'ils se sont revus, il a tenu à la rembourser. Appelez rapidement. On essaiera d'appeler l'intermédiaire aussi rapidement que possible après la rencontre, dans la mesure du possible soit le jour même, soit le lendemain, et cela pour plusieurs raisons. Les êtres humains ont des intérêts personnels, négiotes, qui peuvent après coup fausser leur perception des événements. En appelant rapidement, on sera capable d'exposer une image claire de la situation. L'intermédiaire pourra donc nous faire réfléchir sur les points importants de la rencontre, nous permettant ainsi d'entrevoir les bonnes décisions à prendre pour la suite du chidour. Une deuxième raison, c'est le respect de son prochain. Un intermédiaire déclara « Rav, je viens de m'occuper d'un chidour durant lequel la jeune fille a été injoignable durant les 3 jours qui ont suivi la rencontre. Elle m'a ensuite appelé. Je lui avais pourtant bien dit de me contacter rapidement. Le garçon a donc attendu 3 jours sans obtenir de nouvelles. Les parents du jeune homme m'ont appelé et ne souhaitent pas que ce chidour se prolonge. Ils disent que la jeune fille a manqué de considération vis-à-vis de leur fils. Ils interprètent son attitude comme un problème de trait de caractère mi-dot.
Si la jeune fille est indécise, m'ont-ils dit, elle doit néanmoins prévenir et dire qu'il lui faut un peu plus de temps pour réfléchir, mais ne pas appeler pendant 3 jours dénote un manque de sensibilité par rapport à autrui. Enfin, l'intermédiaire fait passer les messages. S'il y a des choses que l'on n'ose pas dire à l'autre, l'intermédiaire lui fera passer les messages tels que « Essayez d'être plus souriant ou souriante. Faites attention au ton que vous employez. Au vocabulaire que vous utilisez peut être trop familier. » Une jeune fille demanda « Il est très bien. » Néanmoins, il utilise un langage plutôt familier tel que « J'ai grave envie de me promener. » On dit que la façon de s'exprimer dévoile notre intériorité. Son vocabulaire ne reflète pas une grande sensibilité. Que faut-il en penser? On a tendance à vouloir se débrouiller seul dans la vie. Dans la grande majorité des cas, lors d'un shidur, les deux personnes ont besoin de conseils précis et personnalisés. Chapitre 5. Les rencontres, durée, intervalle et décision. Le but des rencontres est d'essayer de créer un lien entre les jeunes gens afin de voir si le courant passe. Pendant les rencontres, il faudra certes continuer à réfléchir, à observer si la personne correspond à nos attentes, mais l'essentiel sera de créer une relation personnelle. Cette relation dépendra du niveau et de la qualité des échanges qui s'établiront. Les rencontres doivent avoir un caractère naturel. Il faudra pour cela essayer d'être soi-même. Le stress. On pourrait ressentir des difficultés à s'exprimer de façon naturelle pendant les premières rencontres. Cela pourrait être tout à fait normal, car ces moments sont importants dans notre vie et peuvent donc générer une certaine appréhension. Certains peuvent avoir une nature plutôt réservée et avoir du mal à parler facilement d'eux-mêmes dès la première rencontre. Cette situation est courante. C'est pour cela d'ailleurs que la première rencontre n'est presque jamais significative et qu'il ne faut pas se baser sur elle pour tirer des conclusions sur le shidur. Un jeune homme appela après la première rencontre. Je pense qu'elle n'est pas du tout intéressée. Elle n'a quasiment pas ouvert la bouche. Et quand je lui parlais, elle regardait ailleurs. J'avais l'impression qu'elle s'ennuyait. C'était très déroutant. La jeune fille appela à son tour. C'est un garçon intéressant. Je voudrais faire une deuxième rencontre afin d'en savoir plus sur lui. Je n'ai pas posé de questions pendant la rencontre car j'étais intimidée. Je n'osais d'ailleurs pas trop le regarder. Il me faut un peu de temps pour me sentir à l'aise avec quelqu'un que je ne connais pas. Je suis plutôt positive sur la rencontre. Généralement, les personnes se sentiront plus en confiance à partir de la deuxième ou de la troisième rencontre. La première impression. Elle peut être trompeuse. Il est possible que l'une des deux personnes ait une idée toute faite du conjoint idéal. Dans la réalité, au moment de le rencontrer, il se peut qu'elle ou il ne corresponde pas à cette image. On peut ainsi être amené à se renfermer sur soi-même, à chercher à dire non au shidur, en ne prenant en compte que des choses superficielles. Comme elle ou il ne mesure pas la taille que je veux, ne s'habille pas comme je le veux, ne sourit pas comme je le veux, n'a pas la couleur de peau que je veux, n'a pas la démarche, la coiffure, etc. que je veux. Un jeune homme confia. En fait, dès que j'ai vu arriver la jeune fille, j'ai pensé qu'elle ne me correspondait pas. Je dois avouer que je ne me suis pas investie dans la rencontre. Il faudra veiller à ne pas se bloquer et à laisser sa chance au shidur. Un homme témoigne. Dès que je suis arrivée au rendez-vous, j'ai eu envie de repartir. La jeune fille ne correspondait pas à mes critères. Je me suis dit, il faut que j'arrive à écourter la rencontre sans la vexer. On a commencé à parler. J'ai fait un monologue car je n'étais pas intéressée à l'écouter. À un moment, j'ai quand même eu un élan de courtoisie. Je lui ai posé des questions. Ses réponses étaient parfaites. Elles reflétaient l'esprit d'une jeune fille construite qui a une vision claire de la vie. J'étais ébahie. Ce que j'avais pu dire depuis le début de la rencontre n'était pas du tout de son niveau. Je voulus faire une deuxième rencontre. Tout d'abord, elle refusa. Je n'étais pas très intéressant, disait-elle. Finalement, on s'est quand même revus plusieurs fois et Baruch Hashem, elle est devenue mon épouse. Il ne faut pas s'arrêter à la première impression en cataloguant la personne qui est en face de nous.
Sachez d'ailleurs que personne ne vous obligera à vous marier. Il faut donc se détendre et essayer de profiter de la rencontre. Nombreux sont ceux et celles qui ont voulu arrêter après la première rencontre et qui ont cependant continué. Ils sont aujourd'hui mariés et très heureux de n'avoir pas écouté leur première impression. Le feeling. Il se peut que l'on ne ressente pas, lors des premières rencontres, quelque chose de particulier vis-à-vis de l'autre, ce que certains appellent le feeling. On décide généralement de poursuivre les rencontres en jugeant d'après les traits de caractère mi-dot que l'on observe, une vision commune des choses, HKFA et un projet de vie, chez FA. Le feeling est important. L'importance du feeling et sa nature dépendent beaucoup du milieu dans lequel la personne a grandi, ainsi que de son parcours. Néanmoins, il se peut qu'il n'apparaisse qu'après plusieurs rencontres. Le non-feeling lors des premières rencontres n'est donc pas une raison pour tout arrêter. L'important est de se sentir bien pendant les rencontres, de sentir que l'on a envie de la revoir ou de le revoir. Les rencontres. Les rencontres ont des règles, temps, intervalles, qu'il faut s'efforcer de respecter. Ces règles constituent un cadre propice à l'épanouissement de chacun dans la relation. Les rencontres seront fixées par l'intermédiaire en collaboration avec les deux personnes. Il communiquera à chacun l'heure, le lieu du rendez-vous et le temps conseillé pour la rencontre. L'intermédiaire indiquera particulièrement au jeune homme le temps que doit durer la rencontre, car de façon générale, c'est surtout lui qui conduit la conversation. Une rencontre trop longue pourrait s'avérer négative, fatigue, blanc dans la conversation. En outre, on ne crée pas un lien par la durée, mais par l'échange. Voir le chapitre 6. Un autre principe important durant les rencontres est de rester toujours un peu sur sa faim. Il ne faut pas épuiser tout ce que l'on a à dire et à entendre afin d'avoir envie de rencontrer à nouveau la personne. On veillera à arrêter la discussion dans les temps, même si tout se passe bien et qu'on aimerait prolonger la rencontre. Une relation se crée progressivement. Dans le cas où l'intermédiaire n'aurait pas indiqué la durée à l'un des prétendants, la rencontre pourrait s'allonger plus qu'il ne faut, et l'autre partie pourrait alors être gênée d'arrêter, craignant que cette réaction ne soit interprétée comme une décision négative de sa part. Une jeune fille appela. La rencontre a duré 4h45, à la fin j'en pouvais plus. Mais pourquoi n'avez-vous pas arrêté plus tôt ? Il ne semblait pas être au courant, il avait l'air heureux, je n'ai pas osé lui dire que je devais partir. On essaiera néanmoins d'arrêter la rencontre de façon élégante afin de ne pas blesser ou faire de la peine. On pourra dire par exemple « J'aurais aimé continuer la discussion, mais je suis vraiment désolée, je dois bientôt partir. » On évitera les remarques brusques telles que « Oh, il est très tard, on m'attend, je dois partir. » Le contenu des rencontres, leur durée et l'intervalle entre chacune d'elles ont pour but d'essayer de développer un lien entre les personnes. La durée des rencontres indiquées tient compte de la vie de différents rabbinim. Les sujets de discussion qui seront développés dans le chapitre 6 ne sont proposés qu'à titre de suggestion. Les temps de rencontre. La première rencontre, c'est la vision générale. Elle dure entre 1 heure et 1 heure et demie. La deuxième rencontre, c'est pour les conceptions de la vie et les idéaux Ashkafot. Elle dure entre 2 heures et 2 heures et demie. La troisième rencontre, elle concerne les traits de caractère du partenaire, Midot. Elle dure entre 2 heures et demie et 3 heures. Et la quatrième rencontre est les suivantes. C'est pour les aspirations, l'avenir, Shifot. Elle dure entre 2 heures et demie et 3 heures et demie. L'intervalle entre les rencontres, il sera en principe de 2 ou 3 jours. Dans certains cas, l'intermédiaire pourra modifier l'intervalle entre les rencontres. Dans le cas par exemple où il faut voyager loin pour se rencontrer, on pourra se voir chaque jour. L'intervalle est très important, il permet de réfléchir à la rencontre passée, d'analyser les réponses obtenues, de demander à l'intermédiaire d'éclaircir certains points, en prenant s'il le faut des renseignements complémentaires, voir le chapitre 4, de préparer la prochaine rencontre et d'attendre et de percevoir si l'on est impatient. Le nombre de rencontres. Il n'y a pas de règle précise concernant le nombre de rencontres. Certains se sont décidés après la première ou la deuxième rencontre, d'autres au bout de la 10e. En général, si quelqu'un ne vit pas trop dans l'imaginaire,
Romans, films, publicité, focalisation sur un conjoint idéal trop précis. Il pourra prendre une décision au bout de la 4e rencontre. Il aura une intuition suffisamment claire, c'est-à-dire qu'il pourra dire de façon nette oui ou non. Si l'on sait créer des modèles imaginaires, il pourrait être plus difficile de se décider, l'autre ne correspondant pas totalement au partenaire que l'on avait imaginé. Dans ce cas, il faudra peut-être plus de rencontres, 6 ou 7, pour pouvoir clarifier les choses. Si au bout de 8 ou 9 rencontres, on n'arrive toujours pas à définir les choses, il faudra demander conseil à une personne expérimentée et compétente. Si les rencontres sont nombreuses, leur durée pourra être plus courte, 2 heures à 2 heures et demie. Le milieu dans lequel les deux prétendants ont vécu peut également déterminer le nombre de rencontres. En effet, s'ils viennent du même milieu, ils comprendront plus facilement le mode de vie et de pensée de l'autre, et pourront donc plus aisément aller à l'essentiel et définir clairement si la personne leur correspond. Ils seront donc à même de se décider rapidement. Par contre, si le chidour se déroule entre deux personnes venant de milieux différents, il leur faudra tout d'abord arriver à trouver des points de repère communs qui permettront à chacun de bien comprendre la façon de réfléchir de l'autre. Ils pourront ensuite engager des discussions plus profondes où chacun pourra s'investir. Dans ce genre de situation, il n'est pas exceptionnel qu'il faille compter plus de 10 rencontres. Le lieu. Il est défini par l'intermédiaire en relation avec les deux personnes. Les premières rencontres pouvant entraîner un certain stress, on essaiera donc de rendre la situation la plus simple possible en choisissant un endroit où l'on se sent bien, l'essentiel étant que la jeune fille s'y sente bien. De façon générale, on choisira un endroit ouvert comme le lobby d'un grand hôtel. On pourra également se rencontrer chez une personne connue. Les rencontres pourront également faire l'objet de promenades. L'idée principale est de se placer dans un contexte agréable. Les consommations. Il vaut mieux se contenter de prendre une boisson, un repas pouvant être long et contraignant. Dans certains cas, on pourra tout de même manger, notamment si on n'a pas eu le temps de le faire au préalable et que l'on se sent faible. La décision. Un jeune homme demanda à son rave, « Rave, que dois-je faire pour savoir si c'est la jeune fille qui m'est destinée ?» Et le rave lui répondit, « Sache tout d'abord qu'il est écrit qu'Hachem forme les couples. » Midrash Bereshit Rabbah 68.4. Cela signifie qu'il faut prier afin qu'il nous aide à voir si c'est bien notre conjoint ou notre conjointe. À présent, je vais t'expliquer une notion très importante dans la recherche de ton zivug à l'aide d'un Marshall. Parabole. Un jeune homme était à la recherche de son zivug. Il demanda à son Reb comment il devait procéder. Celui-ci lui répondit de se placer lors des rencontres dans une pièce et de demander à la jeune fille de se placer dans une autre pièce, une porte les séparant. Si tu arrives à ouvrir la porte, lui dit-il, cela sera le signe qu'elle est ton zivug. Le jeune homme suivit les recommandations de son Reb. Il se rendit à plusieurs rendez-vous pour un chidour sans réussir à ouvrir la porte. Il retourna voir son Reb qui lui suggéra d'essayer avec une autre jeune fille. Il rencontra plusieurs jeunes filles, puis un jour, le jeune homme réussit à ouvrir la porte. Il courut l'annoncer à son Reb, qui tout heureux s'exclama, « Grâce à Dieu, tu as trouvé ton zivug. » Le Rav reprit, « Dans notre parabole, le jeune homme ne peut pas ouvrir seul la porte, il lui faut l'aide de la jeune fille. Pour créer un couple, il faut être deux. Si les deux personnes poussent la porte dans le sens inverse, elle ne s'ouvrira jamais. Il faut donc que les deux aient la volonté d'aller dans le même sens. Aller dans le même sens, c'est avoir les traits de caractère midot permettant de construire avec l'autre, ainsi que les mêmes idées hashkafot et les mêmes aspirations sheifot. C'est aussi se demander tout simplement, est-ce que je me sens bien avec elle? Suis-je prêt à construire avec elle? Suis-je prêt à lui donner? Et suis-je prêt à partager avec elle? Il conclut. Prie Hachem, pose-toi les bonnes questions. Écoute ce qui se passe en toi. Tu pourras ainsi savoir si c'est bien ton zivug. Si l'on est décidé, on en parlera à l'intermédiaire. Étant au courant de l'évolution de chacun dans le chidour, il nous dira ce qu'il faut faire. Si l'autre a encore besoin de temps, on continuera les rencontres tant que l'on sent que celles-ci peuvent aider à prendre une décision.
On pourra prendre conseil auprès d'un rêve expérimenté, mais finalement, on décidera seul de se marier, en évitant de prendre notre décision sous l'effet de la pression. Voir chapitre 7. Si les deux personnes sont clairement décidées, on essaiera dans la mesure du possible de rencontrer les parents de son shidur, et ce pour plusieurs raisons. Le respect de la mitzvah d'honorer ses parents, kibbut Havahem. Le fait que pendant la rencontre, les parents, s'ils ont une attitude constructive, pourraient déceler quelque chose auquel l'un des deux jeunes gens n'aurait pas prêté attention. Cet élément pourrait poser des problèmes et remettre tout en cause. Le jeune homme ou la jeune fille pourrait trouver chez les parents de l'autre un problème important, et soit on choisira de vivre avec ce problème, ou au contraire, on préférera renoncer à poursuivre le shidur. On essaiera donc de fixer une rencontre du jeune homme seul avec les parents de la jeune fille, et une rencontre de la jeune fille seule avec les parents du jeune homme. Si tout se passe bien, on fixera une rencontre entre les parents respectifs sans leurs enfants. Et si tout se passe bien, on pourra ensuite dire Mazel Tov et boire l'Echaim. Voir chapitre 8. Si les parents ne peuvent pas rencontrer le ou la prétendante, car ils se trouvent par exemple à l'étranger, on demandera conseil à un rave. Chapitre 6. Les questions et sujets de discussion. Un jeune homme demanda avant sa première rencontre. Rav, je suis très angoissé, je n'ai presque pas dormi de la nuit. J'ai l'impression d'aller passer un examen. De quoi doit-on parler durant la rencontre? On pourra parler de tous les sujets, sauf de ceux qui pourraient embarrasser, ennuyer ou qui seraient trop abstraits pour l'autre. Une jeune fille témoigne. Je me suis ennuyée. À un moment de la rencontre, il a fait un monologue d'une demi-heure sur l'importance du droit civique. J'ai décroché au bout de 10 minutes. Il faut parler de sujets qui permettent à chacun de pouvoir s'exprimer. Un jeune homme raconte. Cela s'est bien passé. Au début, elle ne parlait presque pas, elle était plutôt timide. Je lui ai demandé ce qu'elle aimait faire, elle m'a répondu qu'elle aimait se promener. Nous avons donc parlé de ce sujet. Nous avons ensuite abordé d'autres thèmes et elle était beaucoup plus à l'aise. L'essentiel dans les rencontres est que la discussion soit fluide. Bien qu'il faille préparer des questions, des thèmes pour les rencontres, on laissera une place au naturel, à l'improvisation. Chacun doit se sentir libre de parler et de s'ouvrir à l'autre. Un barour rapporta après la première rencontre. Cela ne s'est pas bien passé. Je pense qu'elle n'a pas eu de préparation au shidur. Elle m'a posé question après question et j'ai eu l'impression de passer un interrogatoire. Cela m'a beaucoup stressée, je ne sais pas si je veux la revoir. Il est bon de garder toujours un ton positif lors des rencontres. Il faut créer une ambiance amicale et détendue permettant à chacun de s'exprimer de façon naturelle. Néanmoins, on gardera à l'esprit une hashkafa, une vision des choses inspirée par la Torah. Une ambiance trop décontractée, trop familière pourrait amener à de la légèreté. Ainsi, une jeune fille exprima des réserves après sa rencontre. Il est très familier. Je n'ai pas l'habitude de parler de cette façon avec quelqu'un que je connais à peine. Et il manque de retenue. Qu'en pensez-vous? Il faudra dans certains cas user de finesse et d'habileté afin d'aborder les sujets essentiels sans froisser ni heurter. Par exemple, si les parents du shidur sont divorcés, il ne faudra pas forcément entrer dans les détails, mais simplement essayer de vérifier le désir et les capacités du jeune homme ou de la jeune fille à fonder un foyer sur des bases solides. Il faudra préparer des questions, des thèmes pour chaque rencontre. Si l'on n'a plus de questions à poser, c'est que tout va bien ou que le shidur n'a plus lieu de continuer. Dans un couple, on est tantôt donneur, tantôt receveur. Il faudra être à même d'évaluer ces deux notions chez l'autre, sachant que chacun doit aspirer à donner plutôt qu'à recevoir. Être à l'écoute. Une jeune fille confia. Pendant les rencontres, il ne parlait que de lui, et les rares fois où il me posait des questions, il m'interrompait au milieu de ma réponse. Il est important d'être à l'écoute de l'autre, de s'intéresser à ce qu'il nous dit. Cela sous-entend également de porter un intérêt à l'autre, comme par exemple s'il a voyagé pour venir à la rencontre. On pourra alors lui demander comment s'est passé son voyage. De même, il est convenable de dire merci à la fin des rencontres. Certaines personnes pourraient être tentées d'éviter les marques de politesse craignant que l'autre ne les interprète comme des signes de sympathie exagérés.
Il conviendra toujours garder une retenue pendant le shidur. Toutefois, on se comportera comme dans toutes les situations de la vie, de façon normale, en faisant usage de courtoisie et de bienséance, des rères et rets. Les sujets de discussion abordés peuvent varier en fonction des rencontres. On préparera donc des questions et des thèmes en conséquence, et on pourra reprendre une partie des questions du chapitre 3. Les thèmes proposés ci-dessous ne sont qu'une suggestion. La première rencontre, la vision générale. On pourra parler de choses générales comme la famille, le parcours de chacun, ses choix. La deuxième rencontre, les conceptions de la vie, les idéaux Ashkafot. Les Ashkafot représentent nos idées générales sur la vie, alors que les Sheifot, que nous traiterons par la suite, expriment plus concrètement ce que l'on voudrait faire et comment on voudrait le faire. Chacun pourra exprimer ses idées sur le Hesed, l'attrait pour l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, le Moussar, le travail, les systèmes éducatifs, mais également des sujets plus généraux comme la musique ou les voyages. Les deux premières rencontres ont un caractère formel et ont pour but de savoir si le shidur peut correspondre. Les idées que l'on nourrit sur la vie peuvent être le fruit d'une éducation ou d'un milieu, sans pour autant révéler la vraie personnalité de quelqu'un. Ce n'est que par la suite que les rencontres prendront un tour plus personnel et seront donc plus significatives. Si une troisième rencontre est fixée, c'est que les deux parties sont intéressées. On pourra alors davantage parler de soi. La troisième rencontre, c'est pour les traits de caractère du partenaire ou midot. Qui est tel ou il? Les traits de caractère midot représentent la base sur laquelle on va construire son couple et sa vie. Il est parfois difficile de discerner précisément les traits de caractère midot de l'autre pendant les rencontres. Une jeune fille demanda « Je sais par les renseignements que j'ai pris sur lui qu'il a de bonnes midot, mais je n'arrive pas concrètement à m'en rendre compte pendant les rencontres. Que puis-je faire ?» Dans ce cas, on essaiera d'analyser par exemple la façon dont il parle des autres, de ses amis, de ses rabbinim. La règle veut que l'on voit chez l'autre ce qui est important pour soi. Par exemple, si on demande à l'intéressé pour quelle raison il a choisi tel ami, et qu'il répond que ce sont ses bonnes midotes qui ont motivé son choix, on pourra en déduire que c'est un aspect important pour lui. S'il vous dit que c'est parce qu'il partage la même chambre, on ne pourra rien en déduire. Une autre règle nous dit qu'une vraie qualité ou vraie mida est inscrite dans la nature même nefesh de la personne. Cela sous-entend qu'elle l'exprime de façon naturelle et qu'elle n'a pas de limite dans ce domaine. Nous traitons ici de la manière de déceler une vraie mida chez une personne. Concernant la mida elle-même, elle ne devient réellement positive que lorsque la personne arrive à la contrôler avec son esprit, sechel. Elle est alors le fruit d'une véritable volonté, non pas celui d'une simple pulsion. Elle devient ce qu'on appelle une mida tova, ce qui était d'ailleurs le cas pour Rivka. On retrouve ce concept dans la paracha Hayesara, où la Torah nous décrit la mida de Chesed, bonté de Rivka. Elle l'exprime sans limite en donnant à boire à tous, aux hommes et même aux animaux. On peut être à même de déceler cela chez l'autre en fonction du naturel avec lequel il parle des choses. Par exemple, s'il trouve naturel d'aider les gens en disant par exemple « c'est tout à fait normal », on pourra voir ici la mida de Chesed. Si au contraire s'aider vis-à-vis de l'autre, être mévater, est exprimé avec beaucoup de détails, on pourra en déduire que ce point est plutôt exceptionnel. Il est également important de définir le degré de flexibilité de l'autre, c'est-à-dire ses facultés à écouter et à prendre en compte ce qu'on lui dit, et ainsi sa capacité à pouvoir remettre en question ce qu'il pense. Cet élément est révélateur du caractère d'une personne et très important dans ses capacités à pouvoir grandir, tant au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Il est de même important d'évaluer les facultés de l'autre, à respecter notre sensibilité et nos limites. Une jeune fille s'exclama « J'ai plusieurs prénoms dont un que je n'aime pas trop et d'ailleurs, personne ne l'utilise pour m'appeler. Le garçon a insisté plusieurs fois pour que je le lui dise. Ce n'est pas très important, mais son attitude m'a dérangée. »
D'autres éléments peuvent aussi refléter les traits de caractère midot de la personne, tels que le ton de sa voix et sa façon de s'habiller plus ou moins discrète. L'analyse des midot d'une personne demande de l'expérience, du da'at Torah. C'est un domaine où l'on pourrait tenter de se fier à ses impressions, à ses intuitions, mais parfois on peut se tromper. C'est pourquoi on s'efforcera à ce niveau de demander conseil à un rave. La quatrième rencontre est les suivantes, sur les aspirations, l'avenir chez Ifot. Ce que je désire vraiment dans la vie. On abordera les mêmes sujets, études, travail, éducation des enfants, mais sous un jour plus concret. On parlera aussi de la manière dont on appliquera les différentes halachot, le minhag que l'on suivra, ashkénaz ou séfarade, la façon dont la femme se couvrira la tête. Chaque chose est importante. Il faut que les deux personnes aient une direction commune. Tout décalage dans les sheifot pourrait entraîner des tensions futures dans le couple. Il conviendra donc de s'entendre sur un maximum d'éléments au moment du shidur. Il est courant de mentionner au nom de Rav Israël Salanter qu'il est plus facile d'étudier tout le Talmud, Chasse, que de changer un de nos traits de caractère, Mida. Même si une transformation de ce type n'est pas impossible, il ne faudra pas compter sur un changement complet de l'autre. Par exemple, s'il est très coléreux et qu'il promet de travailler sur lui-même, Avodat Amidot, afin de corriger ce défaut, il ne faudra pas attendre qu'il devienne totalement calme. Il ne faut pas espérer qu'il devienne totalement calme. Il ne faudra pas non plus compter sur le fait que l'on va soi-même le faire changer, qu'on va l'éduquer. Concernant les traits de caractère midot, on se marie en considérant la personne que l'on a devant nous aujourd'hui et non pas son potentiel. Même si chacun doit travailler sur lui et qu'on peut espérer une amélioration chez l'autre, les traits de caractère étant la base sur laquelle le couple va se construire, on tiendra compte des qualités au moment présent. Voir la note numéro 3, page 107. Donc on va y aller, page 107. Concernant le travail sur soi, Rav Shlomo Wolbe écrit dans son livre Aléchour qu'en développant ses bons traits de caractère midot, on influence de façon positive ses moins bons côtés. En effet, celui qui prend réellement conscience de sa valeur et de ses qualités s'écarte presque naturellement de certaines réactions ou comportements moins positifs qu'il pourrait avoir. Dans un couple, en valorisant les qualités morales de l'autre, on pourra ainsi développer chez lui ou elle une confiance en soi et donc l'aider à s'améliorer. Cela implique bien évidemment que l'autre ait conscience de ses défauts et ait la volonté de changer. Par contre, concernant l'étude et le travail, on peut se fier à l'ambition, à la volonté et au potentiel de l'autre. À partir de la troisième rencontre, il sera essentiel, pour savoir si le shidur correspond, d'essayer de créer un véritable échange entre les personnes. Les discussions de fond sont importantes, néanmoins elles ne sont en rien engageantes. Cela signifie que l'on peut exprimer beaucoup d'idées sans pour autant parler vraiment de soi. Créer un lien. Nous parlerons ici de l'un des fondements du shidur. Pour se rapprocher de quelqu'un, il faut s'impliquer, c'est-à-dire qu'il faut donner. Et que faut-il donner? Il faut donner de soi. Dans son livre Aléchour, Rav Shlomo Wolbe définit le moi. Comme mentionné dans le deuxième chapitre, le moi d'une personne se définit par ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, par ce qui l'attire et ce qui la repousse, c'est-à-dire les choses vraiment importantes pour elle et ses limites. Chacun connaît ces éléments le concernant. Ils sont inscrits à l'intérieur de nous, dans notre intériorité, pnimiut. Chacun ressent les événements, vit les choses en fonction de ces données. Parler de ce que je ressens place la discussion à un niveau plus personnel, à un niveau plus profond. Donner de soi veut donc dire parler des choses qui nous touchent véritablement, ces petites choses qui constituent notre vie et qu'on ne raconte pas à tout le monde. Il faudra essayer de donner afin de voir si l'autre s'intéresse à moi et si je m'intéresse à lui. Il faudra là aussi garder une retenue. On parlera d'éléments neutres tels que j'aime écrire, j'aime lire, en exprimant ce que cela m'apporte. On évitera de parler de choses trop intimes.
Si une personne s'est beaucoup dévoilée, elle pourrait avoir un mauvais sentiment si l'autre en venait à arrêter le shidour. Si lorsque je parle de ce qui me touche, mon partenaire me pose des questions et s'intéresse à moi, un véritable échange pourra s'installer. Mais si au contraire il change de sujet pour parler d'autre chose, cela pourrait refléter un manque d'intérêt à mon égard. Si l'autre ne parle pas assez de lui, il faudra lui poser des questions afin d'essayer de voir ce qu'il ressent. Il faut pour cela essayer de se mettre à sa place et trouver une situation de sa vie où il pourrait s'exprimer. Par exemple, si la jeune fille est puéricultrice, on pourra lui demander « Dans ton travail, y a-t-il des moments où tu as besoin de faire des remarques aux mères, afin par exemple qu'elles s'occupent mieux de leurs enfants ? Dans certains cas, ces mères doivent être plus âgées que toi. Cela doit donc être assez délicat de leur faire des remarques. Tu dois te sentir en décalage. Une jeune fille donnant des conseils à une mère de famille. Comment vis-tu cela ? » Dans d'autres cas, on pourra demander par exemple, si elle est en contact avec des clients, comment vit-elle le mécontentement de ceux-ci ? Pour lui, s'il a dit qu'il cédait facilement vis-à-vis des autres, que ressent-il au moment où cela se produit ? Concernant les questions telles que « Dans cette situation, comment vis-tu les choses ?», on s'attachera à choisir des situations concrètes de la vie de l'autre, et non pas des cas imaginaires. On évitera donc les questions « Que ressentirais-tu si tu te retrouvais dans tel cas ?» Il est conseillé au jeune homme de dire des paroles de Torah, Dvar Torah, pendant la rencontre. L'idée n'est pas de faire un cours à la jeune fille, mais de lui faire ressentir son attrait pour la Torah. On essaiera de lui dire un vort, une idée que l'on a entendue et qui nous a plu en évitant des raisonnements talmudiques, pile-poule trop compliqués. Il est bon de réfléchir aux questions que l'autre pourrait nous poser et préparer des réponses. Il est important d'exprimer le fait que l'on sait réfléchir et que l'on est prêt à réfléchir à deux. La véritable construction d'un couple dépend de l'espace de parole qui s'est créé en commun, chacun recherchant à écouter l'autre. Chapitre 7. Les doutes. Comment se décider ? Sachez que le fait d'avoir des doutes n'est pas exceptionnel et qu'il faut toujours prier Hachem pour qu'il nous éclaire. Il est difficile d'être sûr à 100% avant de se décider. En effet, on ne peut pas connaître quelqu'un après quelques rencontres. L'importance de parler. Il est important de pouvoir parler, d'exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, et ceci avec une personne de confiance, attentive et compétente. Une jeune mariée témoigna. Je ne savais plus où j'en étais, j'ai pu parler avec une rabbinite et lui exprimer tout ce qu'il y avait en moi. Cela m'a beaucoup aidé, j'ai vraiment pris conscience de ce que je voulais faire. Il faut également savoir qu'une personne n'est jamais totalement comme on le voudrait. Un jour, le mashgiach d'une grande yeshiva demanda à un jeune homme « Comment s'est passée ta rencontre avec la jeune fille ?» Le garçon lui répondit « Plutôt bien, mais il lui manque ceci et cela. » Et le mashgiach lui dit « Très bien, elle pourra donc supporter ce qui manque chez toi. » Comme nous l'avons vu, on se marie essentiellement eu égard des traits de caractère midot, de la vision que l'on a des choses ashkafa, du projet de vie commune, mais aussi parce que l'on sent qu'on est prêt à donner et à partager. Le feeling est un élément plus ou moins important à prendre en compte. Son degré d'importance pourra être évalué en fonction du milieu dans lequel la personne est vécue et de son évolution. Un certain nombre de doutes peuvent apparaître pendant le shidour. Il faudra être à même de déceler leurs racines afin d'évaluer leur véritable importance. Il arrive que l'on ait peur d'avancer dans le shidour. Est-ce bien elle qui m'est destinée ? On ne sait pas quoi faire. Va-t-on prendre la bonne décision ? Il est conseillé dans ce cas de faire la liste des points positifs et négatifs, d'exprimer nos craintes et leurs raisons auprès d'une personne expérimentée. Tout ressentiment est à analyser. Il ne faudra pas garder de choses négatives en nous, mais au contraire en parler. Certaines personnes ont pensé que les problèmes s'arrangeraient après le mariage. Cela n'a pas toujours été le cas. Parfois, cela s'est même dégradé. Un homme exprima lors d'une séance de Shalom Bayit. Le teint de sa peau m'a dérangé dès le début. Je pensais qu'avec le temps j'allais m'habituer, mais cela n'a pas été le cas. Que puis-je faire ? Parmi les doutes que l'on peut avoir, on manque de feeling. On se sent bien pendant les rencontres, mais pendant les intervalles, on n'a pas forcément envie de le revoir. On est plutôt neutre. Cette situation est courante.
Si la première impression n'a pas été telle qu'on le souhaitait, on aura peut-être bloqué nos sensations. Cela peut arriver notamment à des gens qui auraient ressenti quelque chose lors d'un ancien shidur et qui chercheraient à retrouver la même sensation. Cela peut également provenir du fait que l'on cherche des sensations dès le début. On est influencé par des idées préconçues sur le shidur. Il faut également savoir que le feeling ne peut venir que si l'on est détendu pendant les rencontres. Une relation sincère et durable prend du temps pour s'établir. On veillera à bien relire le chapitre 6 concernant le sujet comment créer le lien. Certains aspects du comportement de l'autre peuvent être la source de nos doutes, tels qu'un accent différent, une façon de sourire, de marcher. Ces aspects peuvent paraître superficiels, toutefois il est conseillé d'analyser chaque détail qui pose problème avant le mariage. Il faut se demander si l'on est prêt à accepter l'autre comme il est, si l'on est capable de vraiment dépasser ce qui nous fait douter. Une règle importante est qu'il ne faut pas espérer que l'autre changera. Se décider. Même s'il est important de prendre conseil et parfois d'être encouragé, on doit néanmoins être conscient qu'il nous appartient de décider de manière indépendante et personnelle. On doit assumer pleinement sa décision en prenant en compte ce qui est vraiment important pour nous. On fera ainsi attention à ne pas se décider sous l'effet de la pression extérieure. Il existe plusieurs sources de pression, parmi lesquelles la famille, les éducateurs, les amis, qui ne doivent pas être une source de pression, mais une source de conseil. Les signes. On évitera également de se baser sur l'interprétation de signes pour trouver une réponse à nos doutes. Une jeune fille témoignait après l'arrêt de ses fiançailles. C'était un garçon très bien, mais on avait beaucoup de points très différents. Je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de demander conseil à mon Rav. Il rencontra d'abord le garçon et j'arrivai ensuite. Dès mon arrivée, le Rav me dit « Il a des points communs avec vous ». Cette phrase résonna en moi. Pourquoi me disait-il cela? J'ai vu un signe du ciel. Marie-toi, me disait-on. Je n'ai pas exprimé au Rav l'ampleur de mes doutes. Je les ai anesthésiés. J'avais, pensais-je, reçu la réponse et on s'est fiancés. Quelques jours après les fiançailles, mes doutes ont refait surface. Je ne pouvais plus continuer, j'étais comme bloquée. On a décidé d'arrêter. Rav Elazar Shach exprima cette idée. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, ne se basa pas sur un signe, c'est-à-dire sur le miracle du puits. L'eau qui était à l'intérieur monta soudainement à l'approche de Rivka, pour voir si elle était celle qui correspondait à Yitzhak Avinu. Il se basa sur le recède que Rivka accomplit envers lui et ceux qui l'accompagnaient. Certains commentateurs expliquent qu'Eliezer n'a testé Rivka que sur la mida de recède bonté, et non sur une autre, parce qu'Yitzhak Avinu ayant une prédominance dans la mida du din, rigueur, son zivouk serait celle qui aurait une prédominance dans la mida de recède. Din et recède s'équilibrant l'un l'autre. Waouh! Waouh! Une autre source de pression, c'est l'âge. La prise de conscience de son âge ne devra pas non plus être une source de pression, mais plutôt considérée comme une source d'expérience, nous aidant à nous concentrer sur l'essentiel. Un homme témoigne. Je me suis mariée tard, je n'étais pourtant pas trop compliquée, j'avais juste des critères trop précis. Quand la jeune fille ne rentrait pas dans mes cases, je refusais de la rencontrer ou de continuer le shidur. Plus de 10 ans après ma première rencontre, j'étais toujours à la recherche de mon zivoug. Beaucoup se proposaient pour me faire du moussard, mais en matière de proposition de shidur, c'était plutôt calme. En effet, on me proposait le même style de jeune femme que j'avais déjà refusé 10 ans plus tôt. J'étais déprimée. Comment pourrais-je me marier avec l'une d'entre elles alors qu'elle ne correspondait pas à mes critères? Je me suis confiée à un Rav et il me dit « Mais que me diras-tu dans 10 ans ?» Et ce fut comme un déclic. J'ai pris conscience que je refusais en fait d'admettre avoir perdu 10 ans de ma vie. Et je m'entêtais donc dans mes critères pour avoir la sensation d'avoir bien agi durant toutes ces années. Waouh, j'étais donc au pied du mur. Étais-je prêt à en perdre encore 10? Je me suis mariée avec une femme formidable qui ne rentrait certes pas complètement dans tous mes critères, mais cela fait plus de 10 ans que nous sommes heureux. Si l'on n'est pas à même de prendre une décision sereine, on poursuivra les rencontres. Un jeune marié témoigne.
J'avais des doutes et je n'arrivais pas à me décider. Je me suis dit, jusqu'à maintenant dans ce chidour, je cherchais le déclic. Je voulais ressentir quelque chose de spécial qui m'aiderait à me décider. Cette fois, je ne vais pas aller à leur rencontre dans l'optique de recevoir, mais je vais essayer de donner. Effectivement, j'ai parlé de moi, de ce qui me touche. J'ai réussi à lui donner. En d'autres termes, ce que je lui ai dit a fait écho en elle. À partir de ce moment, j'ai ressenti que nos discussions prenaient une toute autre dimension. J'ai pu éliminer mes doutes et réaliser que c'était vraiment elle. Si après avoir eu des doutes, on est finalement positif sur le chidour au point de pouvoir se décider, il est toutefois conseillé de faire encore une ou deux rencontres afin d'entériner notre décision. Si malgré la poursuite des rencontres, les doutes persistent, on consultera un rave expérimenté avant de faire une pause pour réfléchir ou pour arrêter. On ne se marie pas avec des attentes, mais avec l'envie de donner. Le mariage n'est pas l'aboutissement, mais le début, c'est-à-dire qu'une fois marié, les choses ne vont pas toutes seules. Chacun doit continuer à travailler pour construire une vie à deux, et cela demande des efforts. Est-on prêt à les faire ?